Rares sont ceux qui, en 1993, ne partageaient pas l'avis selon lequel la Guyane entrait dans un nouveau cycle économique. La mise en service du barrage de Petit-Saut marquait symboliquement ce passage que l'on a appelé l'ère des grands chantiers. Avec la construction du pas de tir ELA3 sur le centre spatial guyanais et les travaux de la RN1 bis, les investissements consacrés aux infrastructures ont effleuré les 4 milliards de francs. La suite est connue. Étroitesse du marché, faiblesse des débouchés, problème de structuration des filières. En dépit des dispositifs financiers, juridiques et fiscaux destinés à promouvoir l'activité, la riziculture, la pêche, le bois ont connu des fortunes diverses jusqu'à disparaître pour la première. Une issue qui a menacé le secteur aurifère au début des années 2000. Depuis, la mise en place d'une nouvelle organisation et l'élaboration d'un plan de développement durable de l'activité minière ont conduit au redressement de ce secteur. Un point noir n'a pas été évacué cependant, le niveau de productivité des opérateurs locaux. La société Eau Plata a entrepris d'apporter une réponse à ce problème. Sur le terrain, tout commence dans cet espace vide, sablonneux, que les engins sont en train de damer. Nous sommes à 2 pas du port de Degra-des-Cannes. L'usine pilote de la société Eau Plata sera construite au milieu d'une zone d'activité. Contre toute attente, ce chantier n'a pas fait l'objet de prescriptions particulières. Il n'y a pas de particularité spéciale. C'est un chantier comme tous les chantiers qu'on peut trouver en Guyane. Il n'y a pas de domaine particulier à avoir ou de technique particulière à avoir pour cette construction. Des entreprises de tous les horizons, y compris du Portugal, ont participé à ce chantier. Ce choix tenait à leurs compétences, pas à la nature de l'opération. Un impératif a été posé dès la conception du projet, sa rapidité d'exécution. Un critère qui explique en grande partie l'intervention de Doris King, qui dirige l'entreprise chargée de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. La société Eau Plata m'a choisi, et plus particulièrement la structure à laquelle j'appartiens, parce que notre structure, Global Concept, a la réputation de conduire des programmes dans les délais. Et en l'espèce, l'usine que vous voyez derrière, il y a une contrainte de délai très très forte. Là aussi, le cahier des charges imposé à l'entreprise s'inscrit dans une conception conventionnelle des chantiers liés aux bâtiments et travaux publics. Je vais sûrement vous décevoir, ce chantier n'a pas beaucoup de particularités. Les ouvriers que vous voyez, ils font ce qu'ils font sur tout autre chantier, les matériaux utilisés sont les mêmes. Quelques particularismes, des petits seuils pour remonter quand on rentre dans l'usine, un regard un peu plus appuyé sur l'évacuation des eaux, mais à part cela, ce chantier n'a absolument rien d'exceptionnel. Il y a eu bien entendu une phase préliminaire, une genèse de 2 ans. Eau Plata s'est véritablement penché sur cette question il y a 2 ans environ. Nous avons essayé le thiosulfate de sodium qui a donné des résultats intéressants mais qui était très dépendant du cours de l'or et qui avait une dépense énergétique un peu trop importante. Dès lors, nous avons compris qu'un seul procédé aujourd'hui pouvait nous donner l'efficacité nécessaire dans un contexte économiquement viable, le cyanure. Eau Plata a travaillé en phase simultanée. Ce matin-là, une réunion était programmée à l'inspection de l'environnement chargée des installations classées, car le cœur du projet est constitué par l'introduction de la cyanuration dans le processus de production aurifère en Guyane. On a reçu la société Eau Plata dans le cadre de son dossier de déclaration qu'ils ont déposé pour la mise en service d'une unité pilote sur Degra-des-Cannes, unité pilote de traitement du minerai aurifère par cyanuration. Et donc en fait on a abordé différents points techniques, j'avais besoin de précision sur le process et sur les moyens de contrôle qu'ils allaient mettre en œuvre. Par contre sur le montant, le calcul... Cette démarche répond à 3 niveaux de traitement, l'instruction, le contrôle et la réglementation. Le rôle principal des inspecteurs de l'environnement, spécialité installation classée, c'est d'instruire, de réglementer et de contrôler les ICPE, donc installations classées pour la protection de l'environnement. Le projet d'Eau Plata d'usine pilote de cyanuration est soumis à la réglementation ICPE sous le régime déclaratif. C'est-à-dire que sous le régime déclaratif, donc le pétitionnaire nous déclare qu'il va mettre en service une installation. Le rôle normalement du préfet, donc qui sous-traite à la DEAL, est juste un contrôle de forme. C'est-à-dire qu'on va vérifier que le dossier comprend l'ensemble des pièces demandées par le Code de l'environnement. L'utilisation du cyanure dans le processus de production relève d'un statut particulier.
Sur le site de Dégrade des Cannes, comme je vous l'ai évoqué, la quantité de cyanure stockée ou utilisée sur le site est inférieure au seuil déclaratif. Donc on le réglemente par un arrêté de prescription spéciale. Et les seuils que l'on va utiliser, que ce soit pour les rejets potentiels dans l'eau ou dans l'air, sont en fait tirés d'un arrêté cadre qui est plutôt relatif aux installations soumises à autorisation. La réglementation est une chose, sa finalité n'a de sens que dans la validation de ce qui est prescrit. Tout est donc, encore une fois, affaire de contrôle. Les préconisations particulières à prendre sur un site comme pilote comme celui de Dégrade des Cannes, ça va être de s'assurer que le process est bien maîtrisé, c'est-à-dire qu'en fait, tant qu'on reste à un pH, on va dire, basique, il n'y a pas de possibilité de rejet, donc avoir un contrôle important sur le pH et avoir des contrôles réguliers sur les rejets avec des systèmes de traitement, en fait, que ce soit au niveau air ou au niveau eau. Avec la DEAL et sous leur autorité, nous avons décidé d'encadrer nos travaux par un arrêté préfectoral de prescription particulière qui n'était pas forcément obligatoire puisque les seuils utilisés dans cette unité pilote sont uniquement au seuil déclaratif. Mais nous avons tenu à ce que tout ça soit couché sur un arrêté préfectoral avec des prélèvements d'échantillons de manière régulière de façon à prouver l'efficacité de notre procédé et son respect de l'environnement. Relevé de situation. Le chantier n'a pas un mois. Manifestement, on est allé vite. Alors par rapport à la dernière fois où nous nous sommes rencontrés, donc nous étions sur les premières élévations. Donc actuellement, toutes les élévations sont terminées. S'agissant de la nature des travaux, rien dans la progression du chantier n'a appelé de dispositions particulières. En termes de construction pure, je vous réitère, il n'y a aucune particularité. Après, dans l'ensemble industriel, et pareil, là, c'est comme tout ensemble industriel, c'est là-dessus que va se jouer le traitement du cyanure, etc., et qui est déjà extrêmement rodé. Pour la partie construction, c'est un ensemble industriel comme tout autre ensemble industriel, avec quelques petites particularités du fait de l'activité, mais rien de plus. À la suite du retrait des multinationales au terme des années 90, l'activité de laboratoire a déserté la Guyane. Le résultat en a été une carence dans le domaine de l'analyse. Il existe pourtant une réponse à cette situation disponible sur le territoire. Elle est localisée sur le campus de la nouvelle université de Guyane, au L3MA, le laboratoire des matériaux et molécules en milieu amazonien. Christophe Ross et les représentants de la société Oplata ont rendez-vous ce jour-là. Christophe Ross, professeur des universités, est le fondateur et l'artisan du développement de ce laboratoire de biologie et chimie attaché à l'unité mixte de recherche EcoFog. La dernière pièce accessible de cette aile du bâtiment est une sorte de pinacle. Elle abrite le microscope à balayage environnemental. C'est ici que sont analysés les matériaux du sol, du sous-sol et d'autres environnements. Le microscope électronique à balayage environnemental permet donc, comme je viens de le dire, de faire des analyses sur tous les éléments du tableau périodique. Et puis ensuite permet effectivement de faire des images. Alors des images sur tout type de matière, la matière minérale, la matière végétale, voire même le vivant. Voilà, donc c'est un outil très puissant qui est unique sur le territoire de la Guyane et même au-delà, et qui est au service bien sûr des collègues de la recherche, au-delà même de l'université et au service bien sûr du développement de la Guyane et donc à la disposition de tous les industriels locaux. Géologue à Oplata, Pierre Gibert a fait ce jour-là une immersion dans le monde de la recherche. C'est à la fois un souvenir d'étudiant et une mise en perspective professionnelle. L'intérêt il est multiple. Ça permet d'identifier chimiquement des phases minérales qui ne sont pas facilement détectables au microscope optique. Ça permet aussi, le deuxième volet, de contrôler nos compositions de nos grains d'or, de voir s'il n'y a pas d'autres éléments qui seraient, disons, soit défavorables à un traitement, par exemple, chimique, ou alors de contrôler la composition de notre or final fondu. Pierre Gibert, qui est venu avec un échantillon de minerais issu d'un site d'extraction aurifère, procède.
il est assisté d'un opérateur spécialisé dans la manipulation du microscope à balayage environnemental. Son hôte commente l'opération. Alors il s'agit de quantifier effectivement au sein de ce minerai la proportion d'or que contenaient effectivement ces différents minéraux. Voilà. Et puis identifier effectivement si c'est bien d'or ou s'il y avait d'autres éléments qui cohabitaient avec l'or. Cet appareil, assisté par ordinateur, a la particularité de créer plusieurs niveaux de pression. Ceux-ci permettent d'examiner un échantillon dans son état naturel. En l'occurrence, plusieurs métaux ont été détectés. Et effectivement, on a pu mettre en évidence que les minéraux étaient principalement chargés d'or et qu'ils côtoyaient d'autres grains de minerais qui, eux, étaient principalement du silicium, c'est-à-dire des grains de sable ou des aluminosilicates. Pour Pierre Gibert, la proximité de cet équipement Il est énorme puisqu'on a une réactivité extrêmement importante. Avant, on envoyait nos échantillons dans des laboratoires à Clermont-Ferrand, sur Toulouse. Et en plus, ce n'était pas nous qui manipulions. Donc là, on peut analyser exactement ce que l'on veut et c'est très intéressant. Conclusion identique pour Didier Tamagno à la fin de la rencontre. L'industriel pointe au moins deux avantages à cette proximité avec le laboratoire. Le développement des connaissances sur l'environnement et l'amélioration des démarches prospectives. Alors l'utilisation du microscope à balayage environnemental que nous venons de voir m'apparaît un atout intéressant effectivement pour la phase de prospection puisque nous obtenons très rapidement une analyse du minerai extrait nous permettant de doser le pourcentage d'or contenu et amène donc un plus certain à nos études de prospection. Et on bascule de l'autre côté pour faire des analyses. Cela posé, cette collaboration initiale avec le monde de l'université et de la recherche aura-t-elle un lendemain ? Ce premier rapport a été très constructif, nous a permis d'apprécier l'utilisation qui pourrait en être faite dans notre processus industriel. Et je vois sous un bon œil une convention de partenariat qui pourrait être signée avec ce laboratoire de façon à pouvoir l'utiliser de temps en temps sur nos roches extraites et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir analyser le taux d'or contenu. Une activité fébrile règne sur le port de Degradé-Cannes. Le Frisia Inn est arrivé la veille au soir. Amarré au bord du quai numéro 1, il a ouvert ses cales ce matin même. Les engins de débarquement se livrent à des va-et-vient incessants, organisés par les liaisons radio entre les différents opérateurs. Les conteneurs qui abritent les matériels destinés à la production de l'usine pilote d'Eau Plata seront déchargés dans la journée. Albert Antoine, logisticien de la société, assiste à cette phase de l'opération. Il assurera la réception du matériel pour conformité. Je suis le responsable logisticien achat et je fais tous les achats pour la société et la logistique, c'est tous les transports. Comme vous voyez, comme là, on est au port de Degradé-Cannes, donc concernant des conteneurs qui arrivent du Canada. Et je m'occupe aussi des transports par avion, par hélico et le planning et le suivi de ces transports. Oui, puisque je dois engager tous les achats, faire le suivi des achats et surtout vérifier auprès des fournisseurs que ça ne presse pas trop de retard pour qu'on soit apte au démarrage de l'usine. Les retards imputables aux formalités de dédouanement n'affecteront le programme de réalisation que de façon limitée. Lorsque le premier camion porte-conteneurs arrive, les engins entreposés dans l'usine se mettent en mouvement. Les hommes chargés de la manœuvre équipent les extrémités de ces derniers d'épaisses chaînes destinées au tirage des cuves et de leurs supports montés en treillis. Ces cuves ne sont pas arrivées seules. Une équipe spécialisée dans la fabrication et le montage de ce matériel les a précédées de quelques jours. Ces techniciens, dirigés par Wally, tout comme les cuves, viennent du Canada. Le corps principal de l'usine est achevé. Le chantier n'a pas 2 mois. Le déchargement du cyanure vient d'avoir lieu sur le port de Degradé-Cannes, ainsi que les formalités de douane. Les 2 conteneurs sont acheminés vers l'entrepôt sécurisé, destiné à les accueillir.
Cette usine pilote est dédiée à un dispositif industriel qui va permettre de doubler la productivité aurifère. Le processus mis en œuvre comprend 5 phases, organisées en séquences successives. Donc le concentré arrive par cette porte, va être chargé dans cette trémie. On a une vis sans fin qui va l'amener dans cette cuve qui est en amont de la table à secousse. On va envoyer avec de l'eau ce concentré sur la table à secousse, où on va déjà récupérer la fraction d'or qui est libre. Donc seuls les rejets de table, donc là où on a encore de l'or qui est emprisonné avec du restant de minerai, va être envoyé dans la cuve que vous voyez ici, destiné à passer par le broyeur à boulet. Le but de ce broyeur à boulet est d'obtenir la maille, c'est-à-dire la granulométrie nécessaire pour une bonne attaque chimique. Il s'agit ensuite de doser l'équilibre solide-liquide. Pour ce faire, nous récupérons la pulpe en sortie de ce broyeur à boulet, nous l'envoyons dans cet épaississeur qui va donner le bon dosage solide-liquide pour pouvoir commencer l'attaque chimique. Cette pulpe est envoyée dans les 5 cuves d'attaque que nous voyons ici. Dans ces 5 cuves, on va envoyer une solution avec le dosage requis et spécifié de cyanure qui va permettre de solubiliser l'or contenu encore dans les petits grains de 80 microns. Cet or solubilisé va être récupéré et se fixer sur ce charbon actif. À la fin du processus, le charbon actif est stocké dans la cuve que vous voyez ici dessous. Une fois que nous avons récupéré tout ce charbon, nous allons faire l'élution de ce charbon actif. Cette solution finale qui va passer dans la cellule d'électrolyse, l'or venant se fixer sur une électrode en fer. Et à la fin du process, nous récupérons cette électrode, nous grattons l'or et nous l'envoyons là où il doit aller. Bien que le procédé de cyanuration soit mis en œuvre depuis la fin du 19e siècle, il implique certaines règles de sécurité qui incombent à la fois à l'opérateur et au gouvernement qui en assure l'application et le contrôle. Le volet sécurité et environnement relève de l'autorité de l'État représentée ici par un délégué de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, sous tutelle du ministère de l'écologie et du développement durable. Donc la mission de l'INERIS, c'est de garantir la santé, la sécurité et l'environnement dans le cadre des activités industrielles. Donc au Plata, la mission qui m'a été confiée est de sécuriser en fait l'utilisation de produits chimiques dans le cadre de l'usine pilote pour l'extraction de l'or. Et l'idée, c'est de proposer des recommandations, d'abord de vérifier qu'effectivement l'entreprise est conforme par rapport à la législation et à la réglementation, et au-delà de la réglementation, de leur proposer des recommandations pour garantir la sécurité, la santé et l'environnement de l'utilisation de ce produit au cours du process. INERIS a en premier lieu un rôle préventif qui s'attache à garantir la validité du principe de précaution, quitte à assouplir certaines règles a posteriori. L'idée, effectivement, c'est que l'usine en fonctionnement, on puisse vérifier qu'effectivement les recommandations qu'on a émises sont suffisantes, peut-être trop contraignantes aujourd'hui, et qu'on pourra effectivement alléger une fois que l'usine sera en fonctionnement. Un rapport de février 2012, publié par le BRGM de Guyane, consacré à la cyanuration dans l'activité aurifère, prescrit aux opérateurs de rechercher le risque zéro. Une façon de rappeler le niveau d'exigence attaché à ce processus. La direction de l'environnement, aménagement et logement se tient aussi sur cette ligne. Le zéro risque, ça n'existe jamais. C'est pour ça qu'on fait de la prévention des risques et de la formation et du contrôle sur ces sujets-là. Donc, si vous voulez, l'unité de cyanuration industrielle, donc il y a des risques connus. Effectivement, c'est utilisé dans le monde entier, hein, donc il y a beaucoup de retours d'expérience sur ces techniques. Il y a des risques qui sont connus pour le transport de la matière première, si je puis dire, donc le cyanure, et notamment il y a des grandes précautions à prendre par rapport à l'eau, notamment. Il y a ensuite une phase sans doute moins risquée parce qu'elle est confinée dans les installations elles-mêmes, hein, de traitement. Donc là, on est sur de l'assurance industrielle un peu plus classique, et il y aura également à prendre en charge d'une manière qui va bien, les déchets de cette activité. Donc, mais tout ça, ce sont effectivement des techniques qui ne sont pas inventées. Elles sont utilisées dans le monde entier, elles sont utilisées par tous les climats, toutes les latitudes où il y a de l'or, mais pas uniquement. Et ça, c'est un gros avantage. Un autre aspect motive le choix de la société Au Plata. Il est lié à l'histoire et au recul sur l'expérimentation du processus. Il n'y a pas de raison particulière de s'inquiéter de ce procédé qui est au point depuis plus d'un siècle. Il a démarré dans les années 1880, mise au
au point dans ces années-là. Et il est également utilisé dans tous les pays de production aurifère dans le monde, notamment des pays à hauts standards environnementaux, tels que la Finlande et la Suède. Cela posé, le risque zéro n'existe pas, mais nous avons pris toutes les mesures pour tendre vers ce risque zéro. Et c'est aussi un des buts de réaliser cette première installation en milieu citadin, pour bien démontrer qu'il n'y a aucun risque environnemental lorsque le process est maîtrisé et conduit de façon respectueuse de l'environnement. c'est une réponse dont l'illustration se trouve sur une façade de l'usine où a été installé un dispositif qui ne figurait pas au titre des équipements obligatoires. Nous avons tenu à renforcer la sécurité pour les émissions de notre unité pilote en ajoutant un laveur de gaz qui est utilisé dans d'autres industries pour assurer une émission zéro des particules polluantes dans l'air. Heureuse conjonction entre l'économie et l'environnement, la cyanuration a aussi des effets limitatifs dans ses impacts sur le milieu naturel. Ce procédé, qui va permettre de récupérer 95% de l'or extrait, va permettre de diminuer les zones d'emprunt, puisque l'efficacité des usines va être renforcée. En conséquence, nous aurons besoin d'extraire moins de minerais primaires pour produire plus d'or. Intervenant historique et pionnier à certains égards, le Bureau de recherche géologique et minière de Guyane a des compétences et un rôle à jouer dans ce domaine. La cyanuration, c'est un procédé qui est, on ne va pas dire novateur, puisque c'est un procédé qui est utilisé dans le monde depuis longtemps et dans tous les pays du monde. Donc effectivement, il faut que la Guyane se mette un petit peu à la page par rapport à ces techniques utilisées. Mais dans le sens où jusqu'alors elles n'étaient pas utilisées, employées, c'est un réel tournant historique, effectivement, dans l'exploitation de l'or en Guyane. Du point de vue de la prospective, le BRGM Guyane devrait confirmer son positionnement en qualité d'acteur du développement de l'activité minière. On a tenu déjà un rôle d'accompagnement pour les services de l'État dans la connaissance sur l'utilisation du cyanure dans le territoire guyanais. Maintenant, le rôle du BRGM à l'avenir pourrait être justement un appui sur les techniques employées par les industriels locaux pour les accompagner dans leur procédé d'utilisation du cyanure. À ce jour, la teneur en or moyenne extraite avec l'utilisation de la gravimétrie est estimée à 47%. L'extraction par cyanuration produit un résultat compris entre 95 et 97%. L'écart de rendement est donc supérieur à 100% pour un même volume déplacé. Confirmation. Une usine gravimétrique bien réglée donne un taux de récupération entre 40 et 47%. Grâce à la cyanuration, nous allons récupérer 95% de l'or contenu dans le minerai que nous extrayons. À partir du moment où on a un processus de cyanuration, donc ça permet d'extraire davantage d'or de la minerai, enfin de la roche si vous voulez, donc ça permet d'avoir des calculs de rentabilité plus intéressants que simplement la gravimétrie. Cette réflexion porte plus loin et s'attache à une mise en perspective globale. Alors il y a plusieurs incidences. La première évidemment c'est l'aspect technique, du fait qu'on va pouvoir sortir davantage d'or des minerais, des roches, des matériaux qu'on va extraire du sol. Donc ça c'est important puisque en termes de rentabilité ça sera mieux. Ça va permettre également l'influence que ça peut avoir sur la filière, ça sera sans doute vers une professionnalisation. Avec l'imprécision due à l'estimation de l'orpaillage illégal, la valeur du minerai extrait du sous-sol avoisinerait les 500 millions d'euros par an sur la base d'un cours actuel établi à 34 500 € le kilo d'or. À raison d'une tonne d'œufs déclarée, le secteur minier légal dégage un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros par an, soit 10 fois moins que les clandestins. Il y a nécessairement une réponse à apporter. En multipliant par 2 le rendement de l'activité, la cyanuration est susceptible d'engager un nouveau cycle économique tiré par la production de l'or. C'est dans cette perspective que se sont réunis les présidents de la Fédération des opérateurs miniers, de la Chambre des métiers, ainsi que la présidente de la Fédération des très petites entreprises. Leurs agendas prévoient un plan d'action sur le secteur minier pour l'année en cours. Je pense que c'est un moment historique qui marque le passage de l'exploitation aurifère en Guyane à une échelle industrielle. Et c'est pour nous un bon signe de dire que désormais, il nous faut nous orienter vers de nouveaux procédés pour que l'activité minière puisse passer un nouveau cap et devenir réellement le premier secteur économique de Guyane et assumer le rôle de moteur que nous souhaitons tous. Nous, au niveau de la Chambre des métiers, aussi, nous sommes rentrés dans une nouvelle ère
concernant le développement de l'activité minière dans son ensemble. Et ça va dans le droit fil de ce que nous souhaitons faire. La FTPE, ce qu'elle veut, c'est s'inscrire dans une dynamique, puisque la filière minière se projette dans les 10 ans comme étant le premier secteur de la Guyane. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est accompagner ce développement. Il y a cependant un préalable à l'engagement de ce nouveau cycle pour le président de la FEDOMG. Si les politiques misent sur l'activité minière, oui, l'activité minière pourra, dans les 10 ans, devenir réellement le moteur de l'économie de la Guyane. Dans le secteur minier, les plus visibles ne sont pas les plus nombreux. Un indicateur qu'évoque le président de la Chambre de métier. Je souhaite de tout cœur que les artisans de l'activité minière occupent la première place parce que la Guyane, c'est le pays de l'or, c'est le pays des richesses. Et il est temps maintenant qu'on passe à cette phase concrète de mettre l'activité minière au premier rang de l'économie de la Guyane. Visibilité, attractivité des métiers, la FTPE a établi sa feuille de route. Il nous faut aujourd'hui faire un travail d'information, de formation, de communication et je pense qu'à ce titre, la FTPE peut apporter sa contribution pour mieux faire connaître ce secteur, faire en sorte qu'effectivement la population s'approprie et si la population s'approprie, puisque nous, chefs d'entreprise, nous sommes issus de la population, nous trouvons peut-être un intérêt à nous diriger vers non seulement les métiers de la mine, mais tous les secteurs qui sont autour, tous les métiers qui peuvent être développés autour, mécanique, géologue, ingénieur. Voilà. Chargée de l'animation économique de la Guyane, la collectivité régionale a fait de l'activité minière la pierre angulaire de son credo pour sa politique de développement. L'introduction de la cyanuration est pour son président, Rodolphe Alexandre, un indicateur de changement. Nous considérons que la nouvelle phase d'exploitation menée par Oplata est une plus-value apportée à l'économie de la Guyane, bien évidemment en relation avec les prescriptions environnementales et réglementaire. Dans l'équation de la croissance, l'évolution du process industriel est déterminante. Elle l'est toutefois moins que la question du financement. Nous avons des propositions. Et l'intérêt pour nous serait de créer sous forme d'une SEM une autorité de gestion donc de la prospection minière et du développement minier en Guyane. Cela suppose un capital qui nous accompagne et nous sommes en négociation avec les circuits bancaires, en particulier l'AFD. Il est certain que pour nous aujourd'hui, nous nous répétons, mais le développement minier en général reste un atout majeur. Une position qui a à voir avec la référence que constitue le modèle surinamais. L'élément minier apparaît beaucoup plus proche en termes d'extraction, en termes de production et en termes de création d'emplois, mais également très prégnant en matière de retombées et de capital au niveau de la Guyane. Quand on regarde ce qui est réalisé au Suriname par les différentes sociétés qui s'y installent, il n'y a pas de raison que la Guyane puisse s'autosuffire en grande partie sur les bases financières, sur les retombées économiques, sur les recettes que pourrait apporter donc le développement minier. Le nouveau cycle qu'introduit l'utilisation de la cyanuration dans la chaîne de production aurifère maintient l'actualité de questions qui l'accompagneront. 2 d'entre elles ont déjà été traitées. On peut dire qu'aujourd'hui encore, le secteur minier de Guyane est certainement le plus respectueux de l'environnement par rapport à tout ce qui se fait dans le monde. La Guyane est un territoire en voie de développement. Donc l'enjeu réellement, c'est de pouvoir le développer, je dirais, comme d'autres se sont développés au siècle dernier, mais avec les techniques du siècle d'aujourd'hui en perspective du siècle de demain. Ce qui veut dire qu'on a développé des filières renouvelables sur l'énergie ou sur d'autres choses, et on a à utiliser au mieux les filières non renouvelables. Les jeux d'équilibre qui perturbent les grands ensembles que sont l'économie, l'énergie et l'environnement ont créé une zone d'incertitude étendue à l'échelle de la planète. De là, 2 préoccupations majeures, la stabilité et la sécurité. Il y a là, à l'évidence, un lien avec le statut de l'or identifié sous le label de valeur refuge.